Des hurlements provenaient de votre maison. J'étais hors de la ville depuis 2 semaines. Seuls mes parents avaient les clés. Je n'ai pas crié. J'ai installé des caméras cachées. La fois suivante où je suis parti, j'ai regardé les enregistrements et j'en suis resté bouche bée. 30 minutes plus tard, la police était impliquée. Ce que vous devez savoir, c'est que je verrouille ma maison comme si je m'attendais à une invasion de domicile tous les mardis. Peine dormant, cylindre double, serrure à clavier. La totale. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste que je voyage beaucoup pour le travail. Je suis consultante. Un de ces emplois vaguement stressants avec des heures facturables élevées, où je passe la moitié de ma vie à résoudre le chaos des autres et l'autre moitié à prétendre que ce n'est pas un problème de rentrer dans une maison vide avec des restes de la semaine dernière et une facture d'électricité non ouverte collée au réfrigérateur avec un aimant qui dit vie, ri, aime, en fausse écriture cursive. L'ironie ne m'échappe pas. Bref, je suis rentré dimanche dernier après 2 semaines à Denver, des réunions clients qui s'enchaînaient, 3 jours de sandwich froid d'aéroport, et une chambre d'hôtel qui avait très certainement une tache de sang sous le fauteuil. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un burrito congelé, et ne plus parler à un autre être humain jusqu'à mercredi. À la place, j'ai eu Greg. Greg est mon voisin. La quarantaine, une calvitie qu'il porte avec défiance, des chaussettes avec des sandales, et il tond sa pelouse comme si c'était une compétition pour laquelle il s'est entraîné toute sa vie. Il est aussi étrangement gentil, ce qui est suspect en soi. Je venais de sortir pour faire des courses, ayant à peine verrouillé la porte derrière moi. Il se tenait dans son allée, plissant les yeux vers moi comme si j'étais une extraterrestre qui avait légèrement dévié de sa trajectoire. « Salut », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Salut ». Puis il m'a lancé ce regard, moitié inquiet, moitié sur la défensive. « Est-ce que tout va bien chez toi ?» J'ai cligné des yeux. « Oui, pourquoi ?» Il s'est frotté la nuque. « On a entendu des trucs venant de chez toi la nuit. » Quel genre de truc? Il a fait une pause. Des hurlements. Je l'ai dévisagé. Pardon. Quoi? Il avait l'air on ne peut plus sérieux. Des hurlements. Il y a quelques nuits. Et avant ça, aussi. C'était fort. Ma femme pensait que quelqu'un était blessé. On a failli appeler les flics. J'ai ri, parce que faire d'autre quand quelqu'un dit avoir entendu des hurlements venant de votre maison? Ce n'est pas possible, ai-je dit. J'étais hors de la ville. 2 semaines. La maison était vide. Greg m'a simplement regardé. Puis il a hoché la tête, lentement, comme pour me ménager. Si tu le dis. J'ai haussé les épaules. Je le dis. D'accord. Il a reculé vers son garage. Fais juste moins de bruit la prochaine fois, d'accord? Et ce fut tout. Il s'est retourné et m'a laissé planter sur mon propre foutu trottoir, mes clés à la main, essayant de digérer l'idée qu'apparemment, ma maison avait hurlé pendant mon absence. Rien de grave. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte derrière moi comme si ça allait aider. La maison était silencieuse. Rangée? Peut-être même un peu trop rangée. Je l'ai remarqué en passant dans le couloir. Le miroir était plus propre que dans mon souvenir. Et le sol au mon sol n'a jamais brillé. Je ne fais pas briller les choses. Je passe le Swiffer comme un adulte normal qui n'a pas le temps pour la perfection. Puis, à l'étage, je l'ai vu. Mon lit, fait. Pas juste les draps tirés. Fait comme à l'hôtel, les coins bordés au carré. Les oreillers gonflés. La couverture rabattue à l'angle parfait, comme si quelqu'un avait regardé une vidéo de nettoyage de trop et avait décidé de transformer ma chambre en un tableau Pinterest. C'est là que l'angoisse a commencé à monter. Pas de la peur, exactement, juste ce sentiment calme et rampant que quelque chose cloche. Et je savais déjà qui avait fait ça. Alors, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie, l'air enjoué, ce qui était également suspect. « Salut, ma chérie. Comment s'est passé ton voyage? » « Bien, ai-je dit. » Petite question. « Tu es passé chez moi? » « Oh, oui, je suis passé. J'ai arrosé les plantes. » Tu aurais vraiment dû laisser de meilleures instructions pour les orchidées, d'ailleurs. J'ai dû improviser. Et tu as fait mon lit? Elle a ri. Eh bien, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tu l'avais laissé en désordre. J'ai expiré lentement.
Maman, je t'ai déjà dit. Oh, allez. Je n'ai rien touché d'autre. Juste le lit, et j'ai passé l'aspirateur, et j'ai essuyé les comptoirs, et j'ai réorganisé le tiroir à épices. Tu avais 3 pots de paprika, Gwen. J'ai fermé les yeux. Tu n'as amené personne, n'est-ce pas, ai-je demandé. Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je amené quelqu'un? Ne sois pas ridicule. Je n'ai pas argumenté, non pas parce que je la croyais, mais parce que je n'avais pas l'énergie de décoder un mensonge en plus d'une scène de crime faite de cannelle et de literie réarrangée. Elle a raccroché après quelques minutes de conseils de nettoyage non sollicités et un dernier rappel que je devrais vraiment sortir avec plus de gens parce que, tu ne rajeunis pas, et il n'y a rien de mal avec les ingénieurs. Je me suis assise sur le bord du lit parfait, fixant le sol trop propre, et j'ai senti les bords de mon calme commencer à s'effilocher. Plus tard dans la journée, je suis retourné dehors. Je ne voulais pas, mais je le devais. Greg était de nouveau dans son garage, déplaçant des boîtes comme s'il construisait un fort. Je me suis approché lentement, comme quelqu'un essayant de ne pas effaroucher un animal craintif. « Salut », ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil. « Salut. » Je me suis frotté les mains. Puis-je te demander, qu'est-ce que tu as entendu exactement venant de ma maison? Il a hésité. Je n'accuse personne, ai-je ajouté. C'est juste que, je n'étais pas là, alors j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Greg a regardé par-dessus mon épaule vers ma maison, puis de nouveau vers moi. Il y avait des gens, a-t-il dit, qui allaient et venaient. Différentes personnes. Je ne les ai pas reconnus. Quand? Il y a quelques nuits, vers minuit. La nuit d'avant, aussi. J'ai dégluti. Et les hurlements? Il s'est gratté la barbe. Ce n'étaient pas des cris de colère ou de dispute. C'était comme quelqu'un qui souffrait. Pas normal. Pas amusant. Je n'ai rien dit. Il a ajouté, ce n'est pas la première fois, non plus. Je n'ai rien dit avant, mais c'est aussi arrivé en mars. Pas aussi grave, mais similaire. Il y a eu une nuit vers le 10. Des bruits forts, des gens qui allaient et venaient. Et encore début juin. Je m'en souviens parce que c'était la nuit avant le spectacle de danse de ma fille. J'ai hoché la tête lentement, même si je me sentais tout sauf stable. Écoute, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Je n'essaie pas de causer des problèmes, mais quoi qu'il se passe là-bas, ce n'est pas rien. Je suis rentré, j'ai de nouveau verrouillé la porte, puis j'ai sorti mon agenda. 10 mars, j'étais à Atlanta. 2 juin, j'étais à Denver. Ma mère avait dit qu'elle avait arrosé les plantes, rien de plus. Mais il y avait des gens dans ma maison, et des hurlements, et moi à des centaines de kilomètres de là, pensant que la maison était vide. Je ne vivais pas seul. J'étais simplement la seule à payer le loyer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas vérifié les serrures. Je ne me suis même pas brossé les dents. Je suis juste resté allongé dans mon lit ce même lit que quelqu'un d'autre avait fait pour moi, essayant de ne pas imaginer des choses que je ne pourrais pas oublier. Les hurlements, les étrangers, le schéma. Mars, juin. Chaque fois que je partais, quelque chose se passait dans ma maison. Et le pire? Je n'avais aucune idée de quoi. Pas vraiment. Des gens qui allaient et venaient, de la musique, des hurlements, mon lit mal fait, mes sols trop propres. C'était comme si quelqu'un avait décapé la surface de ma vie pour peindre autre chose en dessous. Quelque chose que je n'étais pas censé remarquer. Mais j'avais remarqué. Et maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Si vous voulez comprendre comment tout cela a commencé, vous devez comprendre ma famille. Et par famille, j'entends principalement mes parents, ma sœur et moi. Cherchez l'intrus. Mes parents étaient des hippies. Pas le genre mignon qui fabrique son propre savon et fait ses courses au marché fermier. Je veux dire de vrais hippies. Des cercles de tambour. Du thé aux herbes avec des plantes douteuses. Des thérapies de groupe dans le garage de quelqu'un. Ma mère portait un châle en batik et parlait de changement d'énergie avant de tomber enceinte de moi et de troquer le châle contre un travail dans un bureau d'expédition et un 3 pièces en banlieue. Ils ne me l'ont jamais vraiment pardonné, d'ailleurs d'être la raison pour laquelle ils ont dû devenir responsables. En grandissant, il y avait toujours de petits vestiges de leur passé qui flottaient. Des livres sur le tantra enfouis sous des piles de factures d'eau impayées, des portes en sang à côté des dossiers fiscaux, un attrape-rêve au-dessus du lit de la chambre d'amis que personne n'avait le droit d'utiliser. Et bien sûr, la philosophie.
Il croyait fermement au partage, ce qui semble bien jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifiait réellement en pratique. Je suis né la première, 2 ans de plus que ma sœur, donc naturellement j'ai eu la plus grande chambre. Ce fut ma première erreur, car une fois que ma sœur a eu 5 ans et a décidé qu'elle voulait transformer sa chambre en studio de danse, ce qui a duré 3 semaines, mes parents ont dit que je n'avais pas vraiment besoin de tout cet espace. Je ne l'utilisais même pas. Ne serait-ce pas plus agréable, plus juste, si elle avait accès aux 2 chambres? C'est devenu le schéma. Les livres? Partage-les. Les jouets? Partage-les. Mon vélo? Eh bien, elle doit apprendre à en faire, n'est-ce pas? Et si je ne voulais pas partager, eh bien, cela signifiait simplement que j'étais égoïste, contrôlante, non spirituelle, quelqu'un qui n'avait pas encore désappris l'attachement capitaliste aux biens matériels. Oui, c'est une citation réelle de mon père. J'avais 8 ans. Le partage était toujours à sens unique. Elle n'a jamais eu à renoncer à quoi que ce soit. Pas ses jouets, pas son intimité, pas son placard. J'étais la forte, la généreuse, celle qui en avait déjà assez. Alors, j'ai appris à renoncer à l'équité, à l'espace, à l'attente que quelque chose m'appartienne vraiment. Jusqu'à ce que je vieillisse, et que j'en ai eu marre. J'ai travaillé pendant mes études universitaires, obtenu mon diplôme en avance, décroché un poste de consultante en informatique qui payait bien et m'a vieilli de 10 ans en 2. J'ai acheté ma propre maison à 29 ans. Pas un manoir, mais solide. 3 chambres, un petit jardin, une bonne luminosité. Le genre de maison qui ressemblait à une bouffée d'air frais après une vie entière à m'entendre dire de me pousser un peu. Mes parents l'ont détesté. Tu n'as même pas de famille, a dit ma mère une fois, comme si c'était une défaillance morale. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? Je n'ai pas répondu. Ma sœur avait 2 enfants à l'époque, mariée à un type qui portait des chaussettes avec des visages de dessins animés et appelait tout le monde frérot. Ils avaient une maison plus petite dans la ville voisine, une maison à rénover qu'ils n'ont jamais vraiment rénovée. Chaque fois que mes parents leur rendaient visite, ils revenaient avec de nouvelles munitions. Ta sœur est noyée sous les factures. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer. Ce n'est pas juste que tu aies tout ça et qu'elles soient en difficulté. Au début, j'ai offert ce que je pouvais. J'ai fait du babysitting. J'ai payé pour un week-end. J'ai aidé à remplacer une machine à laver cassée une fois. Mais ce n'était pas assez, parce que ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont finalement dit à voix haute, c'était que je réduise mon train de vie, que je vende ma maison, que je déménage dans un endroit plus petit, et que je donne la différence à ma sœur. Tu es à peine à la maison de toute façon, a dit mon père. Pourquoi gaspiller ça? J'ai dit, non, calmement, fermement, sans culpabilité. Et ils ne l'ont pas bien pris. Pendant un certain temps, ils ont cessé de me parler, sauf par le biais de discussions de groupe ou de dîners de famille gênants. Puis ma mère a commencé à se radoucir. Un jour, elle a appelé à l'improviste et a dit, « J'ai pensé à tes orchidées. Je serais heureuse de les arroser quand tu voyages. » C'est comme ça que ça a commencé. Juste arroser les plantes. Puis ce fut, j'ai remarqué que le tapis avait besoin d'être aspiré, alors je l'ai fait. J'espère que ça ne te dérange pas et puis, tu devrais vraiment désencombrer ton entrée. J'ai un peu rangé pendant que j'étais là. Puis, j'ai dû refaire ton lit. Tu plies mal le drap du dessus. Tu n'es pas à l'hôtel. C'est devenu plus étrange. Une fois, je suis rentré pour trouver le porte-épices réorganisé par ordre alphabétique, et pas en anglais. Elle avait utilisé le latin. Une autre fois, la table de la cuisine était nettoyée et dressée avec des napperons que je ne possédais pas. Je lui ai gentiment demandé d'arrêter. Elle m'a dit que c'était son nouveau passe-temps. J'ai regardé des tutoriels de nettoyage, a-t-elle dit, comme si cela expliquait pourquoi mon linge était plié en forme de cygne et mes chaussettes triées par chakra. Je n'ai pas insisté parce que je déteste ça, ou une partie de moi était juste reconnaissante qu'elle me parle à nouveau, que je n'ai pas été complètement coupé des ponts pour avoir refusé de me ruiner au nom de l'égalité fraternelle. Mais la chronologie continuait de me déranger. Son passe-temps de nettoyage a commencé à peu près au même moment où ma sœur a emménagé dans une plus grande maison, une avec un jardin et un dressing et une hypothèque qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre seule. Je me souviens avoir demandé une fois, nonchalamment, comment ils avaient réussi. Ma sœur a juste souri. On a eu de l'aide. De qui? Elle n'a pas dit. Et je n'ai pas demandé, parce qu'une partie de moi savait déjà que si je grattais trop la surface,
je trouverai quelque chose de pourri en dessous. Quelque chose que je ne pourrais pas ignorer. Je ne savais tout simplement pas à quel point c'était grave. Pas à ce moment-là. Pas encore. Je ne voulais pas être le genre de personne qui installe des caméras cachées dans sa propre maison. Je voulais être normale. Ennuyeuse. Même le genre de femme qui dit « merci, maman », quand sa mère propose d'arroser les plantes et qui ne se demande pas ensuite si c'est un code pour autre chose. Le genre de femme qui verrouille sa porte et suppose qu'à son retour, le lit sera toujours fait comme elle l'a laissé. Mais après ce que Greg m'a dit, les hurlements, les étrangers, la façon dont il me regardait comme si je mentais quand je disais que la maison était vide, je ne pouvais plus être cette femme. Alors, j'ai pris une décision. Mon prochain voyage de travail était déjà réservé, Boise, 3 jours, une réunion de déploiement complète avec une équipe à l'étranger. Je serais absente. La maison serait vide. Et ma mère, qui connaissait déjà mon emploi du temps, trouverait absolument une raison de passer. Avant de partir, j'ai installé 5 caméras. Salon, cuisine, couloir, entrée, chambre. Toutes petites, connectées au cloud, avec fonction audio, soigneusement dissimulées dans des bibliothèques, au-dessus des armoires, derrière des plantes. Parfaitement légal. Parfaitement nécessaire. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que j'en avais fini de deviner. J'ai envoyé un message à ma mère la veille de mon vol. Salut, je pars pour Boise demain. Si tu veux arroser les plantes, merci, mais s'il te plaît, ne fais rien d'autre pendant mon absence. Pas de nettoyage, pas de réorganisation, juste les plantes. Elle a répondu par « Ah, je vais essayer de ne pas nettoyer. Tu sais comment je suis. Bon voyage », ce qui est le genre de message qui paraîtrait innocent de la part de n'importe qui d'autre. Venant d'elle, ça ressemblait à un piège. Première nuit, rien. Elle est passée vers midi, à arroser les plantes, à réarranger une photo encadrée, à essuyer quelque chose sur le comptoir qui n'avait pas besoin d'être essuyé. Agaçant, familier, pas de hurlements, pas d'invités. Juste le chaos maternel habituel déguisé en aide. J'ai tout regardé ce soir-là depuis mon hôtel. Ordinateur portable ouvert, écouteurs, l'anxiété quelque part au fond de ma gorge comme une bille que j'aurais avalée. C'était calme. Je ne me suis pas détendu. Deuxième nuit, j'ai ouvert le flux vers 20 h. Au début, tout était immobile. Lumière tamisée, aucun mouvement. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et quelqu'un est entré. Pas ma mère. Épaules larges. Un sac de sport en bandoulière sur un bras. Il a traversé le salon comme s'il l'avait déjà fait. Aucune hésitation, aucune pause. 2 minutes plus tard, quelqu'un d'autre est entré. Puis un autre, une femme avec une longue tresse argentée et une bouteille de vin. Une autre femme en bottes et avec un châle rouge. Un homme avec une chaise pliante. Personne n'a frappé. Personne n'a parlé fort. Ils se déplaçaient tous comme s'ils étaient chez eux. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas cligné des yeux. Puis mon téléphone a sonné. Salut, où es-tu? Notre appel avec l'équipe en Inde a commencé il y a quelques minutes. Mince. J'avais complètement oublié à cause du décalage horaire. C'était le matin pour eux. Juste un mardi comme les autres. Pour moi, c'était le début de quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. J'ai fermé le flux, attrapé mon ordinateur portable de travail, rejoint le Zoom. Je ne vais pas prétendre que je me souviens de quoi parlait la réunion. Imaginez ceci, vous venez de voir des étrangers entrer dans votre maison. Pas votre voisin, pas un ami. Des étrangers avec des sacs, du vin et des chaises pliantes. Puis imaginez changer de fenêtre et faire semblant de vous soucier de la synchronisation des données d'entreprise pendant que quelqu'un nommé Rishi vous présente un diaporama que vous ne comprenez pas en temps normal. J'ai hoché la tête, souri, probablement accepté des choses que je regretterai plus tard. À l'intérieur, j'étais en pleine spirale. À l'extérieur, j'étais en sourdine. La réunion a duré 30 minutes. J'ai eu l'impression que c'était 10 heures. Dès qu'elle s'est terminée, j'ai rouvert le flux des caméras. J'aurais aimé ne pas le faire. Le salon était plein. Les gens étaient étalés sur les meubles comme s'ils leur appartenaient. Lumière tamisée, musique jouant en quelque chose de doux et rythmé. Il y avait des rires. Quelqu'un a allumé une bougie. J'ai vu un homme en caleçon seulement étendu sur mon canapé. Une femme assise en tailleur sur le tapis ouvrant un petit étui noir.
Une poignée d'articles sans équivoque pour adultes disposés sur ma table basse. Quelque chose en cuir, quelque chose de brillant, quelque chose qui bougeait. Quelqu'un d'autre a traversé le couloir pieds nus en tenant ce qui ressemblait à un bandeau. Elle a gloussé en passant devant la bibliothèque où j'avais caché la caméra. Elle a regardé droit vers elle. Pas dedans, juste près d'elle. Mais quand même, j'ai eu froid. Ceci est ma maison. Ceci est mon canapé. Ceci est ma table. Je déjeune là. Je pose des tasses de café là. Et maintenant, ça. J'ai fermé l'ordinateur portable rapidement, comme s'il était chaud, comme s'il pouvait me brûler. Je fixais encore le plafond quand mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Bonjour, est-ce que je parle à Gwen Kesley? Oui. Ici l'agent Brennan de la police de Maple Glen. Nous intervenons suite à un signalement de rassemblement à votre domicile ce soir. Avez-vous connaissance de quelqu'un utilisant actuellement la propriété? J'ai dégluti. Non, je suis à Boise. Je ne suis pas à la maison. Plusieurs personnes sur place ont exprimé leur inquiétude après avoir découvert des dispositifs de surveillance à l'intérieur de la maison. Certains n'étaient pas conscients d'être enregistrés. Vos parents sont actuellement présents et disent qu'ils avaient la permission d'utiliser l'espace. Ce n'est pas le cas. Vous êtes bien la propriétaire, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous confirmer si quelqu'un a reçu la permission d'organiser un événement à la maison? Non. J'ai dit à ma mère qu'elle pouvait arroser les plantes. Je lui ai envoyé un message. C'est tout. Avez-vous encore ce message? Oui, je peux vous l'envoyer. Très bien. Vous pourriez être contacté pour une déposition officielle. Pour l'instant, vous n'avez aucun problème juridique, mais sachez qu'il pourrait y avoir des problèmes de zonage ou de licence en cours d'examen. D'accord. Nous ferons un suivi. Il a raccroché. Moi, non. Je suis juste resté assise là, fixant toujours l'écran, essayant toujours de digérer le fait que je n'avais pas imaginé cela. Essayant toujours d'oublier tout ce que j'avais vu, sachant que je ne le pourrais jamais. 15 minutes après la fin de l'appel de la police, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre. J'ai fixé l'écran comme s'il pouvait me mordre, mais la curiosité est plus forte que la peur, et je n'avais pas encore entendu sa voix depuis que j'avais vu des gens se déshabiller dans mon salon et étaler de l'équipement de bondage sur ma table basse. Alors j'ai décroché. Ma chérie? Écoute. Dis simplement à la police que tu savais, d'accord? C'était sa phrase d'ouverture. Pas est-ce que tu vas bien, ou ce n'est pas ce que tu crois. Pas même un s'il te plaît, ne sois pas en colère. Juste, dis-leur que tu savais. J'ai cligné des yeux. Quoi? Que tu nous avais donné la permission. Que nous pouvions utiliser la maison. C'était juste une petite réunion, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps? Tu sais, des événements communautaires. Des gens de confiance. Ce n'était rien de dangereux. Dis-leur juste que c'était d'accord, s'il te plaît. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Je pouvais voir le parking. Une minivan garée en travers de 2 places. Une femme essayant de démêler son bambin de sa propre écharpe. Tout semblait normal. Si douloureusement normal. Maman, ai-je dit. Qu'est-ce que vous faisiez dans ma maison? Silence. J'ai vu des gens, ai-je dit. J'ai vu ce qu'il y avait sur mon tapis, sur ma table, sur mon canapé. C'était quoi ce bordel? On peut expliquer, mais pas tout de suite. Non. Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Ce n'était pas illégal. On n'a fait de mal à personne. C'était privé. Et quelqu'un a réagi de manière excessive et a appelé la police parce qu'il a trouvé une caméra. Oui, une caméra que j'ai installée dans ma propre maison parce que vous l'utilisiez sans me le dire. Un autre silence. Puis la voix de mon père, basse. Gwen, nous ne pensions pas que tu comprendrais. Alors vous avez décidé de ne pas me donner ma chance? Nous pensions que tu essaierais de nous en empêcher. Vous aviez raison. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai juste posé sur le bord de la table et je l'ai fixé comme s'il était devenu le problème de quelqu'un d'autre.
3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis au moins une décennie. Un vieil ami de mes parents. Cheveux gris, blog de poésie, boit probablement encore du thé à la camomille comme si c'était une personnalité. Le message était calme, plein d'excuses, presque trop gentil. Je ne savais pas qu'il n'avait pas ta permission. On nous avait dit que tu étais au courant et d'accord. Je suis vraiment désolé. Si ça peut t'aider, voici le site web qu'ils ont utilisé pour s'organiser. Il y avait un lien. Pas de nom, pas de logo, juste une URL propre, d'apparence privée. J'ai cliqué. Le site était magnifique, de cette manière stérile et surdésignée qui vous donne l'impression que vous êtes sur le point de rejoindre une secte par accident. Couleurs douces, polices apaisantes. Des mots comme la liberté par la confiance, espace sur tournant, rassemblement privé et organisé. Dont suggéré, 4 cents $, 850 $, 1200 $. Un calendrier d'événements. Chaque date correspondait à l'un de mes voyages d'affaires. Chaque lieu était décrit vaguement, mais j'ai reconnu les photos. L'une montrait un verre de vin posé sur une table que j'avais moi-même restaurée pendant le confinement. Une autre montrait le tapis que ma mère n'arrêtait pas de dire qu'il était trop simple. Il n'avait pas emprunté ma maison. Il l'avait mise en vedette. Il y avait un pseudonyme d'hôte. L'adresse email associée contenait l'ancien surnom de ma mère de son époque hippie. Juste éplé à l'envers. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pas de colère, pas même d'horreur. Juste de la finalité. Ils se sont présentés 4 jours plus tard. Pas de message, pas d'avertissement, juste un coup à la porte et le son lent et épuisé de 2 personnes prétendant ne pas paniquer. Tu n'étais pas obligé de faire monter les choses en épingle, a dit ma mère dès que j'ai ouvert la porte. On aurait pu gérer ça en famille. Je n'ai rien fait monter en épingle, ai-je dit. Un de vos invités a appelé la police. Je ne savais même pas que ça se passait. Mais tu leur as tout dit. J'ai dit la vérité. On essayait d'aider ta sœur. Elle avait besoin de soutien. Tu as dit non. Elle avait besoin d'une plus grande maison. Je ne pensais pas que ça lui donnait droit à la mienne. On ne pouvait pas utiliser la nôtre, a ajouté mon père. Les gens nous connaissent ici. La tienne était neutre. Neutre, ai-je répété. C'est ce que je suis maintenant? Tu étais parti la plupart du temps. La maison était vide. Elle n'était pas vide. Elle était à moi. Ils n'ont pas répondu. Ils sont partis avec le même silence qu'ils avaient apporté. Les retombées n'ont pas été bruyantes. Ce fut pire que cela. Violation de licence, plainte de zonage, une mise en demeure de la ville, une lettre du fisc s'enquérant de revenus non déclarés. L'un des invités les a poursuivis pour détresse émotionnelle et violation de la vie privée. Ils ne sont pas allés en prison, mais ils ont payé financièrement, socialement, discrètement. Le site web a été fermé. Le réseau s'est éteint, et tous les amis avec qui ils se réunissaient ont cessé de répondre aux appels. Ma sœur a appelé ensuite. J'espère que tu es satisfaite. Excuse-moi. Ils essayaient de m'aider. Et maintenant, Dan et moi devons déménager. Ils ne peuvent plus aider avec l'hypothèque. Alors tu me blâmes? Tu n'étais pas obligé de tout faire sauter. Tu aurais pu les protéger. Ils ont utilisé ma maison sans permission. Ils l'ont fait pour moi. Non, ils l'ont fait sans demander. Ils ne m'ont pas demandé. Ils ne t'ont pas demandé non plus, n'est-ce pas? Ce fut la fin de cette conversation. J'ai vendu la maison. Je ne l'ai pas mise en annonce, je n'ai prévenu personne. J'ai engagé un agent immobilier, emballé les preuves, signé les papiers. Le nouvel endroit est plus petit, plus calme, plus loin. Il sent la peinture fraîche et les décisions de personne d'autre. Je n'ai pas laissé de clé sous le paillasson. Je n'ai donné de double à personne. Ils ont essayé d'appeler une fois, peut-être 2. Pas de messages vocaux. Des appels manqués que j'ai laissés manquer. Finalement, ils ont arrêté. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas d'excuses de dernière minute, juste la compréhension silencieuse entre des gens qui savent quand quelque chose est terminé et ne sont pas prêts à le dire à voix haute. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons simplement cessé de prétendre que nous étions encore en orbite. Ils pensaient que je les protégerais. Je pensais qu'ils me protégeraient. Il s'est avéré que nous avions tous les deux tort. Voilà donc ce qui s'est passé.
Certaines personnes ont dit que j'avais réagi de manière excessive. D'autres ont dit que je les avais laissés s'en tirer trop facilement. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires.